Alors, salut Léo Giraud. Salut Pierre-Alain. On a fait une autre vidéo sur les pistes pour introduire le référendum d'initiative citoyenne en France. Et puis, dans cette vidéo-ci, j'aimerais qu'on se centre plutôt sur ton parcours pour ton engagement pour la démocratie, avec l'idée qu'à la fin de cette vidéo, ceux qui nous regardent, ils aient deux choses. D'une part, une illustration d'un engagement pour la démocratie, pourquoi tu t'es engagé, comment tu t'es engagé. Et puis deuxièmement, comme tu as fait différentes choses en rapport avec la démocratie, c'est aussi l'occasion de faire un voyage sur les thématiques qui sont liées à la démocratie. Alors la première question, pourquoi est-ce que tu t'es engagé pour la démocratie? Alors, ça se fait en plusieurs étapes. Pour revenir sur le tout début de mon histoire, euh, disons que j'ai senti qu'il y avait des problèmes par rapport à l'élection. Euh, donc, ça remonte à 2002. Euh, le fait que Jacques Chirac ait gagné avec 82% et que les gens aient plutôt il y a plutôt eu un mouvement pour voter contre quelqu'un que pour quelqu'un. C'est le premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille. Il y avait un petit problème avec l'élection. Ensuite, première fois après avoir eu le droit de vote, il se trouve que c'était le référendum de 2005. Donc le 29 mai 2005, la première fois que je suis appelé aux urnes, c'était pour un référendum. Donc j'ai commencé par ça. Et j'ai trouvé le concept très intéressant. J'ai suivi la campagne référendaire de près. J'ai trouvé que c'était un truc sympa par rapport au mauvais goût que m'avait laissé l'élection de 2002. J'avais trouvé que 2005 c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Il y avait un vrai débat sur des questions de fond. Les gens y parlaient des textes de la Constitution européenne et tout. Donc c'était un débat assez technique, assez intéressant. J'ai appris des choses et j'ai trouvé que les citoyens se comportaient avec sérieux sur cette question-là, beaucoup plus que les médias qui, eux, étaient dans une propagande absolue, encore plus visible que dans les élections, je dirais. Et ça s'est vu dans d'autres pays aussi, donc c'est pas que chez nous. Donc là, j'ai commencé à voir qu'il y avait un problème avec les médias, clairement, il y avait de la manipulation, quoi. Et par la suite, j'ai assez rapidement j'ai commencé à prendre conscience de cette histoire d'une possibilité qu'il y ait une initiative populaire, donc comme on disait, euh, qui donnerait lieu à des référendums. Donc à la base, moi je pensais strictement au référendum législatif, c'est quelque chose qui m'avait intéressé assez vite. Mais sans même savoir que ça existait dans d'autres pays, quoi. Juste le concept, quoi. Je connaissais pas plus que ça. Et également au principe du tirage au sort. Euh, en 2012, on a commencé à pas mal parler du tirage au sort. Il y avait même un parti, il y avait François Manriche qui se présentait aux élections en 2012 avec son mouvement clérocrate là. Et en gros, c'est pas tout à fait une utilisation idéale du tirage au sort peut-être, mais ça a eu le mérite de mettre le débat sur la table. Et puis il y avait donc Étienne Chouard qui parlait de ça aussi. Donc j'ai commencé à m'intéresser voilà, au principe de tirage au sort. Dans les travaux d'Étienne Chouard, il y a aussi cette histoire de processus constituant. Donc je me suis intéressé de plus en plus près jusqu'à jusqu'à avoir envie de devenir spécialiste des questions de révision constitutionnelle et des processus constituants. Et donc, il y avait cette mode des ateliers constituants qui a commencé à prendre en France. Il y a eu le mouvement des gentils virus, tout ça. Et du coup, bah là, j'ai découvert un autre problème qui, lui, n'est pas un problème de corruption, ni un problème médiatique, ni rien du tout. C'est un problème purement humain.
les humains ont naturellement du mal à s'organiser et ont du mal à prendre des décisions et ont tendance à se déchirer dans la prise de décision, à prendre parti et à ne pas travailler ensemble. En fait, la collaboration se fait assez mal naturellement. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence collective et à plein d'autres techniques plus précises, certaines qui sont utilisées en entreprise, etc., comme la sociocratie, l'holacratie, des choses comme ça. Et du coup, ça m'a donné envie de professionnaliser, hein, entre guillemets, évidemment, c'est rien de professionnel, mais de faire de ces ateliers constituants euh, une, euh, une recherche, quoi. On pourrait parler de recherche fondamentale en atelier constituant et en processus constituant, c'est se demander comment prendre les meilleures décisions. Ça va avec tout, les techniques, le mode opératoire, l'accompagnement des constituants, c'est-à-dire les principes de facilitation, de comment est-ce que le secrétariat doit être géré, les garde-fous dans une délibération collective, etc. Et donc voilà, je me suis vraiment orienté vers les méthodes d'intelligence collective et ça rejoint complètement l'histoire du RIC. Euh, Disons que dans les peurs les plus classiques, il y a le fait que les gens vont prendre de mauvaises décisions, etc. Bon, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, hein, mais en tout cas, cette crainte existe. Et avec les techniques sur lesquelles j'ai travaillé, moi j'ai remarqué qu'on pouvait faire en sorte d'améliorer au maximum ces propositions, voire même d'éliminer les mauvaises propositions, c'est-à-dire celles qui ont des défauts. Et pour ça, donc, il y a des méthodes comme le consentement, où à la différence du consensus où on va développer des idées entre guillemets antagonistes, ou en tout cas qui s'opposent les unes les autres, et du coup ça va créer des camps et ça va faire une division au sein de la population, alors qu'avec des méthodes comme le consentement, euh, on prend une proposition et on l'améliore avec les objections des uns et des autres jusqu'à avoir la proposition auquel les gens sont le plus prêts à consentir, quoi. Et donc après, maintenant, ces histoires-là, j'essaye de les intégrer dans mes processus et mes modalités. Donc dans un processus constituant, euh, comment faire en sorte de faire participer le plus grand nombre, comment faire en sorte que le maximum de gens consentent aux propositions qui sont faites, etc. Comment travailler le texte. Et pareil pour les modalités de RIC. Comment faire en sorte d'améliorer les propositions et essayer de mettre de l'intelligence collective au sein du processus du RIC. Et il y a aussi le fait que toutes ces, toutes ces choses que j'ai découvertes, tous ces outils démocratiques et d'intelligence collective, euh, j'aimerais qu'ils soient mis en place, mais évidemment, j'attends pas que nos gouvernants le fassent. C'est pour ça que de fil en aiguille, je me suis de plus en plus rapproché de l'idée du RIC, euh, avec l'expérience que j'ai eue sur ces autres domaines entre-temps. Mais voilà, je me suis raccroché au RIC parce que je me dis que toutes les réformes super chouettes que j'ai en tête, je ne pourrai les proposer que le jour où on aura une initiative citoyenne, parce que ça ne viendra pas de nos élus, vu que ça n'a aucun intérêt pour eux, ce serait même, ça pourrait être néfaste pour eux, c'est-à-dire que si on arrive trop bien à s'organiser entre citoyens, ils deviendront de moins en moins nécessaires, quoi, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus besoin du tout, mais voilà. Et puis après, j'ai aussi travaillé sur des choses qui pourraient remplacer l'élection. Il y a le tirage au sort, mais il y a aussi la démocratie liquide, le scrutin mixte, des choses comme ça, qui sont
d'autres manières d'élire sans passer par des candidatures. Et ça aussi, ça c'est quelque chose qui les intéresse pas trop, nos élus. Nos élus, ils aiment bien pouvoir se porter candidat. Donc, ce qui me paraît intéressant là, c'est, au fond, tu commences par voir les limites de l'élection où on vote plutôt contre que pour. Ensuite, tu as un exemple, ton premier exemple en tant que citoyen où tu votes, c'est finalement un référendum. Tu étais plutôt centré sur le législatif, mais tu découvres aussi Étienne Chouard et le tirage au sort, et lui, c'est la Constitution, donc ça te déplace au niveau constitutionnel. Euh, et après, tu as ces ateliers constituants, tu te dis, il faudrait mieux délibérer quelque part, mieux discuter, mieux décider, et puis il y a tous les outils pour mieux décider qui reviennent ensuite quand tu finis la boucle quelque part en revenant au RIC et en essayant d'utiliser ce que tu as appris là pour le RIC. Et puis toujours cette question, la question initiale de l'élection, est-ce qu'il y a des alternatives aussi à l'élection, le RIC étant plutôt un complément, disons, à l'élection. Donc ce qui me frappe là-dedans, c'est le côté un peu aventure, parce que j'imagine au début, quand tu as démarré ça, tu savais pas que ça allait t'amener par ces chemins-là. Ouais, j'ai découvert les choses au fur et à mesure. Disons que c'est effectivement de surprise en surprise. Quand j'ai commencé, je te disais que je m'intéressais au RIC législatif, mais je sais même pas si j'avais conscience qu'il existait quelque chose qu'on appelait constitution, quoi, hein. Donc, parce que peut-être que j'ai eu un cursus scolaire assez bizarre et que les profs faisaient plus la police qu'autre chose, mais j'ai pas souvenir qu'on m'ait parlé de constitution, moi, à l'école. Bon, c'est pas important, c'est pas grave, la Constitution. Euh, ouais, donc il y a ce côté aventure finalement, on s'engage dans quelque chose et puis finalement on découvre des tas de choses. Et puis l'autre aspect, c'est que c'est quand même la cohérence finalement, ex post, après coup, on voit quand même il y a toute une cohérence de ces démarches qui vont peut-être un peu en zigzag. Le, le- le tirage au sort a priori pas grand-chose à voir avec le RIC, mais finalement ça t'apporte le côté constitutionnel et, et il se dégage de tout ça une certaine cohérence. Donc je trouve ça assez On, intéressant. on peut quand même faire un lien dans mes modalités de RIC préférées. Il y a une voire deux étapes de tirage au sort. Disons que ce principe de l'échantillon représentatif, parce que tirage au sort, les gens ils ont l'impression qu'on parle du loto parfois, mais il ne s'agit pas de tirer au sort un gagnant de quoi que ce soit. Il s'agit d'utiliser un échantillon le plus représentatif possible pour ne pas avoir à poser une question à tout le monde. Parce que évidemment que c'est plus compliqué, parce que par exemple, le RIC pourrait être beaucoup plus utilisé euh, s'il y avait des modalités de tirage au sort dedans, parce que dans les arguments, pas contre le RIC, je ne vais pas exagérer, c'est pas un argument contre le RIC, mais c'est les craintes vis-à-vis du RIC, c'est il y a le fait qu'on se retrouve tous à voter tous les 4 matins. Et ça, c'est vrai que dans certaines personnes proposent des modalités qui donneraient ça. Euh, et là, il y en a certains qui proposent, alors moi je suis pas un très grand fan de ça, mais que certaines décisions puissent être prises par des échantillons représentatifs. Moi je suis plutôt fan de l'échantillon représentatif pour ce qui est du soutien, parce que à l'échelle nationale, récolter des millions, ou en tout cas des milliers de signatures, c'est pas forcément facile. Donc le tirage au sort peut avoir son utilité là-dedans. Pour sélectionner au fond les propositions qui remontent, qui seraient Ouais, votées, c'est une et sorte de substitut l'alternative étant de dire il faut avoir X% des citoyens qui soutiennent une proposition. Et là, ce serait une alternative où ça passerait plutôt par des comités tirés au sort. ouais, disons que
Après, moi, je suis un petit peu jusqu'au boutiste dans cette idée-là, c'est-à-dire, j'ai fait un atelier constituant une fois avec, avec des membres du Parti socialiste, et, en gros, ils avaient des craintes, et l'une des solutions que j'avais trouvées à cette crainte, c'est de leur dire ah non, mais moi, je propose pas un seuil à 1 ou à 2%, je propose un seuil à 50%. Là, ils m'ont regardé avec des yeux ronds, dans le genre, putain, il est pire que nous, lui, il est pas démocrate. Et puis après, je leur explique les modalités de mon seuil à 50%. C'est un seuil de 50% d'accord sur une proposition parmi un échantillon de 1500 personnes tirées au sort. Donc ça veut dire Et que là, ça bug d'un seul coup. la proposition serait acceptée, dépasserait les 50%, aurait la majorité de ce groupe de personnes tirées au sort et donc en principe représentatif de la Bah, disons que population. ça ne lui donne pas une légitimité totale, parce qu'on pourrait toujours se dire que cet échantillon n'est pas strictement représentatif et que peut-être euh, aussi le débat public donnerait mettrait en lumière de nouvelles informations et que la décision prise serait pas la même. Mais il y a un gros avantage, par exemple, avec le système suisse du simple seuil, il y a beaucoup de refus une fois que ça arrive au référendum. Alors qu'avec un système où sur un échantillon tiré au sort, tu as besoin d'avoir l'accord de la moitié des personnes sur la proposition, tu peux être quasiment sûr que la majorité des propositions, une fois passées au référendum, auront l'accord de la majorité. Avec en plus le bénéfice qu'avant le référendum, il y a un débat public et que tout le monde s'informe et mentalise les questions, quoi. Donc y a moyen de jouer sur tous les tableaux. Mhm. Une autre façon de jouer sur plusieurs tableaux comme ça en même temps, ce serait d'avoir disons une assemblée tirée au sort qui qui lance des initiatives, comme n'importe quel groupe aurait le droit de lancer des initiatives une fois qu'il y aurait le référendum d'initiative citoyenne en France, et en suivant la même procédure que n'importe quel groupe, mais avec l'avantage que comme ça viendrait d'un groupe tiré au sort, la probabilité d'être accepté serait beaucoup plus élevée. Ouais, et il pourrait faire de meilleures propositions, à mon avis, euh, parce que c'est un autre avantage du fait d'utiliser un échantillon et pas la totalité de la population, c'est qu'on peut donner des budgets à cet échantillon pour consulter des spécialistes de manière contradictoire ou même faire des recherches approfondies. Donc ouais, les échantillons peuvent être utilisés, à mon avis, à plusieurs étapes d'un RIC. Mais sans que ce soit obligatoire, ça peut être une alternative ou alors ça peut être carrément la modalité au choix, hein. Mais disons, si c'est la seule modalité, il y a quand même le risque si on n'a pas confiance, parce que c'est des représentants quand même quelque part. Et si on n'a pas confiance aux représentants parce que on pense qu'ils sont pas forcément représentatifs ou parce qu'on pense qu'ils peuvent être achetés, disons, euh, c'est bien qu'il y ait quand même l'autre possibilité standard, disons, si un certain seuil qui est atteint, qu'il y ait une autre voie aussi que celle-là. Mais disons, ça pourrait être Oui, complémentaire. bah pour la proposition, en tout cas, oui. Après, pour la sélection des propositions, en gros, euh, et c'est pareil en fait, c'est une question de rotation. C'est-à-dire que si c'est toujours les mêmes tirés au sort qui sont tirés au sort pour des mandats longs, effectivement, ils se retrouvent avec du pouvoir. Et ce pouvoir, ils peuvent se le garder ou il peut être acheté. Effectivement, là, il y a un souci. Par contre, si ça tourne régulièrement, en fait, du coup, c'est la prochaine, c'est la prochaine assemblée tirée au sort qui pourra prendre la décision si celle d'avant l'a pas prise. Et pareil pour accepter les propositions des citoyens. Euh, S'il y a une rotation régulière, ça finirait par se savoir si les lobbies se mettent à corrompre toutes les assemblées tirées au sort les unes après les autres. Il y en a bien qui va parler à un moment, quoi. Ça pourra pas tenir. En tout cas, donc je disais tout à l'heure, ouais, le tirage au sort, il n'a pas grand-chose à voir avec le référendum d'initiative citoyenne. Je veux placer un peu dans une perspective suisse, parce qu'effectivement, ce que tu viens de montrer avec cette discussion,
C'est qu'on peut en fait combiner les deux. Ouais, Euh, et nous, on a déjà fait des tests à petite échelle, hein. On a fait des rigs sauvages, comme on dit, locaux, avec différentes façons de faire. Et pour prouver le soutien à des propositions, on a essayé différentes choses, dont le tirage au sort et aussi euh, les, c'est Yvan Bachot qui a inventé ce truc-là, les bureaux représentatifs. Donc on tire au sort un bureau et on interroge tout le bureau de vote. Et pour tirer au sort ce bureau et s'assurer qu'il soit représentatif, alors un bureau, c'est une sorte c'est une commune ou c'est... c'est en gros c'est 1000 électeurs Ok, en moyenne, quoi. ouais. Et, euh, et donc du coup bah, on va interroger ces 1000 et pour être sûr que ce soit 1000 représentatifs, parce on pourrait se dire que oui mais t'as été faire ça dans un bureau communiste ou je sais pas Mm. quoi, ton résultat il vaut rien. Du coup en fait on ne sélectionne ne sont ouverts au tirage au sort que des bureaux qui ont voté à l'élection précédente à peu près comme la moyenne des Français. Ah ouais, On prend la moyenne nationale et donc du coup on peut pas nous accuser d'avoir un truc non représentatif vu qu'a priori voilà ils pensent comme l'ensemble des Français. ouais, ouais. Ok, un point que je... Est-ce qu'on a fait la vision un peu, je veux dire, le tour d'horizon général, un peu des différentes thématiques? Ouais, Si c'est le cas, j'aimerais aller plus en détail sur certaines thématiques parce que bon, je crois que le RIC, bon, beaucoup de gens connaissent, même le tirage au sort avec Étienne Chouard. Mais par contre, t'as parlé de deux choses. Une, c'est les prises de décision, l'intelligence collective. Et là, t'as mentionné brièvement le consentement. Et tu as parlé aussi de sociocratie et de lolocratie ou lolacratie. Est-ce que tu peux, d'abord sur le consentement, là où tu en as déjà parlé, euh, je suis pas sûr que je vois exactement la différence avec le consensus. Pour moi, le consensus, ça veut dire que tout le monde doit être d'accord. Et le consentement, je ne sais pas exactement ce que c'est. Là, tu avais dit que la distinction, c'est que le consensus pose comment dire, met en conflit des propositions alors que le consentement est plus consensuel. Est-ce que tu peux expliquer plus en détail? ouais. Alors en fait euh, c'est c'est plus complexe que ce que j'ai dit. C'est pas vraiment une opposition, parce que c'est celle qu'on utilise dans le langage courant. On oppose consentement et consensus. Mais pour être plus précis, en fait, il faut opposer la recherche du consentement et la recherche du consensus. Euh, donc il y a le consensus absolu, tout comme il y a le consentement absolu. C'est ce qu'on appelle l'unanimité. Mais en fait, c'est la méthodologie pour les rechercher qui diffère. Dans le cas du consentement, on demande qui est en désaccord avec une proposition, et une seule proposition. On prend une proposition et on cherche à savoir qui est en désaccord. Et on va utiliser ces désaccords pour améliorer la proposition, jusqu'à ce qu'il soit d'accord. Alors que dans le consensus, la recherche du consensus, c'est chercher l'idée qui est la plus plébiscitée. Alors, c'est quasiment jamais le consensus absolu. Il y a quasiment jamais tout le monde qui est d'accord avec une idée. S'il ne peut pas participer à améliorer cette idée, il n'y aura jamais tout le monde qui sera d'accord. Et donc souvent, c'est pour ça que dans les méthodes, on utilise ce qu'on appelle donc le consensus majoritaire, 50% plus une voix ou des majorités qualifiées parfois. Donc, Et au consensus final, majoritaire, c'est juste la majorité simplement. oui, c'est ça. C'est-à-dire que vu qu'il est difficile d'obtenir beaucoup d'accords avec la méthode du consensus, on considère que 50% plus une voix, ça suffit pour prendre une décision. Alors qu'en fait, ça fait 49,999% de malheureux et donc c'est un petit peu limite comme technique. Alors que dans le consentement, vu que tout le monde participe à améliorer la proposition initiale, du coup, par exemple, en holacratie, il y a des méthodes pour ne pas prendre en compte une objection.
Et on est sur, il faut qu'il y ait moins de 20% de gens qui soient d'accord avec l'objection. C'est l'un des critères. Après, il y a d'autres critères un peu techniques. Mais donc en fait, on est sur une majorité classique à 80%. Mhm. Alors que dans le système du consensus, une majorité à 80%, ça marcherait jamais. Mais est-ce que ça marche par le système du consentement? Parce que disons, s'il y a un tiers qui trouve que c'est trop à gauche, un tiers qui trouve que c'est trop à droite, ça sera difficile de trouver un consentement quand même. Bah, c'est là qu'est toute la technique. Euh, En gros, on va pas simplement. En gros, une objection, c'est argumenter. Donc, il suffit pas de dire pour contre, Mhm. c'est pourquoi tu es contre. Donc ça, c'est la première possibilité, où ensuite il y a les techniques de reformulation, c'est-à-dire transformer son objection en une condition de consentement. Ok, je C'est-à-dire, serais d'accord si on changeait ça. voilà. Et donc du coup, ça, c'est la prise en compte au maximum et de l'objection. Et après, il y a certaines objections qui sont en fait des craintes. Et il y a beaucoup de craintes qu'on peut lever, parce qu'en fait, la personne est contre, parce qu'elle a peur que ça donne ce résultat-là. Mais peut-être que c'est parce qu'elle n'a pas compris quelque chose, ou alors peut-être effectivement qu'il manque quelque chose dans ta proposition pour que sa crainte soit prise en compte. Mais bien souvent, en fait, les gens ont des craintes qui ne sont pas justifiées. Et donc le fait de lever ces craintes injustifiées fait que la personne va consentir une fois qu'elle aura compris qu'en fait, sa crainte n'avait pas lieu d'être. Mhm. Mais Ok, donc ça prend un peu plus de temps et ça demande du dialogue et de l'information, quoi. C'est sûr que ça va plus vite de faire un vote pour contre sans argumenter, mais c'est un peu moins riche, quoi. donc la différence entre la voie consentement et consensus, j'ai l'impression que la plus grande différence, c'est qu'il y a plus de discussion, quoi, plus de dialogue dans le consentement. Et le fait on ne crée pas d'antagonisme ou d'opposition entre des propositions, vu qu'on les traite une par une. Ok, ouais. Donc du coup, il n'y a pas le camp A contre le camp B, c'est A et B qui travaillent sur une proposition. Mais tu risques quand même, s'il y a une proposition et puis quelqu'un, il y a un camp A qui dit j'accepte à cette proposition si on va à droite, et puis il y a l'autre qui dit j'accepte cette proposition si on va à gauche, c'est ça ma condition d'acceptation. À ce Euh, moment-là, il y a un problème. ce, ce, ce clivage existe moins qu'on le croit. Il existe. Euh, et même en atelier constituant, ça m'est arrivé de tomber dessus. C'est assez rare quand même, hein. Parce qu'en fait, on lui demande pas s'il est de gauche ou s'il est de droite. Moi, je travaille avec des gens, je sais pas s'ils sont de droite ou ils sont de gauche, et à vrai dire, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au cas par cas comprendre quelle est sa Mhm. crainte, parce que le clivage gauche-droite, c'est un clivage qui nous vient du royalisme. Est-ce que tu te places à gauche ou à droite du roi? C'est un truc qu'on a hérité, quoi. Mais en réalité, les idées, elles sont pas de gauche ou de droite. C'est des argumentations logiques. Et il y a des arguments de gauche qui se tiennent, il y a des arguments de droite qui se tiennent, et il y a aussi des arguments qui sont donnés à la fois par les gens de gauche et les gens de droite. Le même argument. Ouais. Donc, donc en fait, la question de gauche-droite, on la traite pas trop. C'est plutôt, mais qu'est-ce qui te fait peur, sachant que jusqu'à présent, en tout cas, on a à peu près toujours réussi à trouver des terrains d'entente. C'est-à-dire qu'une personne classée à droite ou qui se classe à droite va peut-être dire non mais ton truc il est trop à gauche et ensuite on va rentrer dans le pourquoi et une fois qu'on aura ce pourquoi et qu'on aura compris ce qui fait peur dans cette proposition à cette personne, on va essayer soit de modifier et voir si l'initiateur de la proposition est prêt à modifier histoire qu'on soit plus nombreux à consentir, ou alors y faire des ajouts. Euh, Typiquement,
souvent, il y a des histoires les gens ont peur de la corruption, de je sais pas quoi. Souvent, quand tu leur dis oui, mais on va ajouter une commission de contrôle qui aura des pouvoirs supérieurs pour gérer en cas de problème, ça rassure les gens. C'est-à-dire qu'ils sont pas super fans de l'idée originale, mais vu qu'elle est proposée avec une commission de contrôle, ça va. Ok. Ouais, donc ce qui est important là, c'est au fond, on s'éloigne des idéologies gauche-droite et on regarde vraiment la question spécifique qu'on essaie de traiter. Et là, il peut y avoir des solutions qui apparaissent dans le cas spécifique qui n'apparaîtraient pas si on restait au niveau idéologique. Ouais, et moi, pour l'instant, j'ai rarement vu des cas où ça fonctionne pas. C'est sûr que travaillant principalement sur des ateliers constituants, c'est un niveau du droit où ça arrive moins à la Constitution. Parce qu'on est quand même là pour faire le socle commun. Je pense que dans le législatif, même si ça m'est arrivé également au niveau constituant, dans le législatif, ça devrait arriver plus souvent. Mais je pense que dans la majeure partie des cas, on peut trouver des solutions. Alors après, la méthode est pas parfaite. Ça peut arriver, nous, dans des statuts d'association qui fonctionnent comme ça, on a ajouté la possibilité de faire un vote entre deux propositions si par malheur on n'était pas arrivé à une proposition commune. C'est un peu un constat d'échec, mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas. En gros, c'est pas soit on utilise un système, soit on utilise l'autre, mais c'est juste que plus au préalable on va passer par du consentement, et plus on pourra avoir une grande partie de la population en accord avec la proposition, et en plus meilleure sera la proposition, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est pas juste le fait d'arriver à mettre les gens d'accord, parce qu'on n'est pas dans la fabrique du consentement, hein. L'idée c'est aussi de pondre les meilleures propositions possibles. Ouais, donc autant de consentement que possible, et puis ensuite, comme moyen de dernier recours, le vote si c'est nécessaire, quoi. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ce dont tu parles là, c'est pas purement des réflexions théoriques, mais tu parles d'ateliers constituants, d'expérience, donc il y a une expérience derrière. Ouais, ça faut pratiquer, hein. Que ce soit les méthodes d'intelligence collective, le tirage au sort ou le RIC, j'ai tout pratiqué et j'adore la théorie, hein, mais faut se donner les moyens de vérifier ce qu'on avance, quoi. Moi, je suis pas universitaire. euh, Pondre des rapports fictifs sur des choses qui n'ont jamais existé nulle part, ça me paraît un peu incohérent. Et faire des recherches sur les micro-initiatives qu'il y a eu partout sur la planète, bon bah je suis pas chercheur quoi, c'est un travail à part entière ça, je laisse ça à d'autres. Ouais, je crois que c'est vraiment important de voir que si on fait la théorie, on risque, c'est très vite fait de faire une grossière erreur, disons. Et je crois que dans l'histoire, il y a eu des cas où on fait table rase et on imagine un nouveau monde, théoriquement, puis après on essaye et ça tourne mal parce que ben, peut-être qu'on l'aurait vu si on avait essayé d'abord un niveau à petite échelle ou de faire des expériences avant et pas juste de foncer dans la théorie. La question suivante que j'aimerais te poser, c'est tu as parlé de l'holocratie, si j'ai bien compris, et de sociocratie. Mhm. D'abord, l'holo ou l'holage, je ne sais pas si j'ai bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et puis, quelle est la différence avec sociocratie? Alors que ce soit hola ou Ah, c'est holocratie, hola. Ok, ouais, j'ai mal compris. les deux, moi celui que j'utilise le plus c'est hola, mais bon, c'est l'un ou l'autre, on peut trouver les deux dans les textes. Je sais pas lequel est apparu en premier. Hola et holo, ça veut dire quelque chose? Juste le mot En lui-même? fait, ça vient de holos, donc c'est le tout. Euh, mais en fait, les deux ont pour base le consentement et la technique utilisée pour prendre des décisions, c'est la sociocratie. Donc,
on va dire que c'est une méthode, on va dire normée, qui a été utilisée beaucoup en entreprise sous le nom de management participatif, je crois. Et donc, en fait, c'est une manière de prendre des décisions au sein d'un groupe de manière un petit peu codée, quoi. Et l'holacratie utilise la sociocratie, mais en ajoutant une gestion temporelle, c'est-à-dire un calendrier de comment doit fonctionner le collectif sur le temps, plus des petits éléments intéressants comme les réunions de gestion de tension. Donc un petit peu sur le même principe que dans la sociocratie, on utilise les objections pour améliorer une proposition. Dans l'holacratie, on va utiliser les tensions pour améliorer la gouvernance. Les tensions, elles se manifestent comment? Les ressentis Ah, internes des gens, c'est-à-dire que quand on fait une réunion de gestion de tension, donc c'est un tour de table avec il y a différentes méthodes, notamment il y en a une où on fait un tour de table où les gens doivent juste exprimer leur tension en un mot, ce qui permet de faire un effort intellectuel, de matérialiser entre guillemets une tension en un mot pour faire un espèce de zoom sur le problème et de lui donner un nom. Et ensuite un deuxième tour de table où chacun va exprimer sa tension. Donc ça, c'est bien pour le bien du groupe. Donc du coup, ça permet de crever l'abcès, comme on dit. Et en même temps, ça permet de réfléchir en groupe à comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas, ou alors expliquer à la personne des choses qu'elle n'avait pas compris sur les raisons qui ont mené à ce qui a provoqué cette tension. Et donc voilà, c'est une manière de ne pas améliorer seulement les propositions par la sociocratie, mais donc l'holacratie prend à cœur de gérer sur à peu près le même principe un groupe, quoi, un groupe d'humains. Ça peut être utilisé n'importe où. Je trouve que c'est principalement utilisé en entreprise et en milieu associatif, mais moi je vois bien des communes fonctionner en holacratie, ce serait sympa. ce qui est intéressant là, c'est que je trouve que c'est à un niveau quand même relativement élevé par rapport aux débats habituels. Les débats actuels, habituels sont souvent très mauvais. Je veux dire, les gens s'insultent, c'est- et là, on est vraiment, tu es en train de parler de choses qui sont plusieurs étages au-dessus. Euh, Si tu dis par rapport à un débat habituel, si tu devrais dire juste deux ou trois points à améliorer pour pour aller juste à l'étage, pas tout en haut à ces choses dont tu viens de parler, mais juste le premier pas, disons. Si les gens qui débattent, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour débattre mieux, quoi? Sans forcément des choses aussi sophistiquées que ce que tu viens de parler. Bah, dans la sociocratie, il y a plein de choses intéressantes dans la gestion de débat. Alors déjà, il y a savoir dans quel cadre on est. Donc par exemple, il y a consentir à l'ordre du jour. Parce que souvent, les gens débattent, mais en fait, ils parlent pas exactement de la même chose. Ensuite, il y a se mettre d'accord sur le lexique. Quel sens on donne aux mots qu'on emploie? Parce que parfois, on s'embrouille, alors qu'en fait, c'est juste qu'on ne mettait pas le même sens derrière le mot. Et même les sens cachés, ça compte aussi. Ensuite, il y a le fait d'utiliser un facilitateur, par exemple. Une personne, Donc, donc. ouais, moi, je suis médiateur de formation. Euh, et donc, j'ai fait de la médiation entre des groupes professionnels, avec les forces de l'ordre, les pompiers, le SAMU, les gens qui ramassent les poubelles, ceux qui vendent des hot dogs et tout ça, quoi. Donc, j'ai une approche très médiation de la facilitation. Mais à la base, la facilitation, c'est simplement distribuer la parole. C'est le distributeur de la parole. Hmm. Alors après, moi je pense que s'il fait de la médiation, ça aide à éviter les conflits aussi.
Mais déjà, avoir quelqu'un qui distribue la parole. Sinon, il y a des techniques pour pas se marcher dessus quand on parle, ce qu'on appelle le bâton de parole. C'est, c'est, il faut avoir. Ça marche aussi avec le micro. Du coup, c'est la personne qui a le micro qui parle, parce que de toute façon, les autres, on les entendra pas. Du coup, ça marche naturellement. Mais ça marche aussi avec un bâton de parole. C'est-à-dire que la personne qui parle, elle parle parce qu'elle a le bâton de parole. Et une fois qu'elle a fini, on met en place une règle pour savoir à qui elle donne le bâton de parole, ou alors c'est même la personne elle-même qui peut choisir à qui elle donne le bâton de parole. Et donc du coup, comme ça, le bâton de parole tourne et on s'écoute un petit peu, parce que le problème, c'est qu'en fait, très souvent, les gens, ils s'écoutent pas. Déjà à l'oral, mais à l'oral, c'est absolument insupportable, parce qu'ils parlent ensemble, ils parlent en même temps, et enfin, c'est absolument affreux. Mais à l'écrit, ça se voit moins, mais il y en a pas mal qui parlent tout seuls en fait. Ils lisent pas ce que l'autre écrit, typiquement sur les forums, sur Facebook et tout ça. En fait, il y en a un qui gueule et il y a l'autre qui gueule, mais ils lisent pas dans le détail, et ils ne s'interrogent pas, et ils ne posent pas de questions sur ce que l'autre a écrit. Donc ça aussi, c'est un truc à un moment. S'ils sont juste là pour faire entendre leur point de vue, c'est pas du débat, ça. C'est deux monologues, ouais. Voilà, c'est le duologue, on appelle ça. Duologue. Ok, bah, je crois que je vois un peu mieux ces aspects d'intelligence collective. Maintenant, j'aurais encore une question sur les alternatives à l'élection. Dont tu as parlé du tirage au sort, mais tu as dit, ouais, il n'y a pas que ça. Il y a la démocratie liquide, et puis il y avait un deuxième truc que je me souviens plus exactement ce que c'était. Est-ce que tu peux parler de ces deux choses? Alors, je sais plus quel deuxième j'ai donné, parce que là, celui que j'avais en tête, c'était l'élection sans candidat, mais je crois que j'en ai pas parlé. Donc il y avait démocratie liquide. Le Bon, tirage au élection sans sort. candidat, tu peux en parler. Disons, l'idée c'est de parler un peu des alternatives à l'élection, mais aussi au tirage au sort que beaucoup de gens connaissent maintenant. Oui, ça peut être élection sans candidat, démocratie Ah oui, liquide, ça y est, je me souviens. Le scrutin mixte. mixte. Ouais, scrutin mixte, voilà. Hmm. Donc, le, les principes sont assez similaires. Donc, l'élection sans candidat, c'est tout simplement une élection où personne ne se porte candidat au préalable. C'est-à-dire qu'on va voter pour des gens, il y a différentes manières de le voir, euh, sans que les personnes se soient portées candidats. Donc nous, on l'utilise pas mal dans nos collectifs parce que c'est une bonne manière, ça permet d'ouvrir la discussion sur qui est en capacité de faire quoi. Alors il y a des étapes préalables, il faut bien définir le poste et les qualités recherchées pour ce poste. C'est pas juste on demande aux gens comme ça, vous voulez qui pour faire ça, et puis les gens ils voteraient un peu au pif. Non, il y a un petit travail de réflexion au préalable. Et puis donc après il y a différentes techniques et après ça peut aller assez loin. Dans le principe de la démocratie liquide, l'élection elle est donc possiblement sans candidat, le plus souvent en tout cas sans candidat, c'est le principe. Euh, mais c'est pas que ça, en fait, c'est un système de report de voix. Donc je donne ma voix à un tel, qui la donne à un tel, qui la donne à un tel, qui la donne à un tel. Donc même si moi personnellement je ne sais pas qui est la meilleure personne pour le poste, euh, je peux peut-être connaître une personne qui connaît les gens du milieu et qui sera à même de dire quelle est la meilleure personne pour ce poste. Donc le report de voix peut se faire dans certaines pratiques jusqu'à l'infini, quoi. Mais bon, là, ça pose des soucis aussi, parce que du coup, tu te retrouves avec les gens les plus connus qui ramassent les voix de tout le monde. Donc au final, c'est comme s'il y avait eu une élection, grosso modo, sauf qu'il ne s'est pas porté candidat, mais bon, ça revient à peu près au même. Donc il faudrait quand même limiter le nombre de reports qu'on puisse faire, histoire que quelqu'un puisse pas cumuler les voix de tout le monde, c'est pas le but. Et ça peut se mêler à du tirage au sort aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une liste de personnes qui sont aptes pour le poste, on peut tirer au sort celui qui va avoir le poste pour un mandat de tant de temps. Et puis après, on fait une rotation entre ceux-là. Voilà. On peut très bien imaginer de mélanger les techniques. Et le scrutin mixte,
Donc ça se rajoute à n'importe quel type d'élection, qu'elle soit avec ou sans candidat. Et donc du coup, en fait, c'est l'idée de garder un contrôle sur ce que votent les élus. Typiquement, si je prends l'Assemblée nationale, mon député, je lui ai donné ma voix, c'est grâce à moi qu'il est là-bas. Mais la voix que je lui ai donnée, il en fait n'importe quoi, et ben je lui retire ma voix. Et du coup, dans la pondération des votes, son vote à lui perd en puissance. Et si on est nombreux à trouver que ce député, il a fait n'importe quoi, et ben sa voix, elle perd en pourcentage par rapport aux autres. Et donc en fait, ça permet de diminuer le pouvoir d'un élu qui abuserait de son pouvoir, voire même, et ça, il y a ça aussi dans la démocratie liquide, le fait de changer d'avis. C'est-à-dire qu'en cours de mandat, je dis finalement, bah non, bah, ce député-là, il fait n'importe quoi, ma voix, je la donne à l'autre. Et donc, du coup, bah, ça forcerait en fait les élus euh, à vraiment être à l'écoute des citoyens, parce qu'en gros, c'est comme s'ils avaient un permis à points et qu'ils perdaient des points à chaque fois qu'ils faisaient des conneries. Mais on leur retire jamais le permis. C'est-à-dire que ils On restent peut, quand même à l'Assemblée nationale, mais leur voix aura de moins en moins de poids, mais ils resteront jusqu'à la prochaine élection. on peut, on peut estimer que, par exemple, un député auquel 80% des gens, je sais pas, je dis ça au hasard, hein, qui ont voté pour lui, lui retire sa voix, ben, il est viré. Parce que de toute façon, a priori, c'est qu'il fait pas le travail, quoi. Ouais, ou si les voix qui lui restent sont en dessous d'un certain quorum, par exemple. Ouais. Et après, il y a aussi des possibilités de veto direct. Donc là, on est toujours dans du système semi-direct, mais ça peut à peu près prendre la forme d'un RIC. On en parle parfois du RIC suspensif ou du RIC veto. C'est le fait qu'une petite portion de citoyens, voire même tirés au sort, moi je préfère, euh, peuvent arrêter un processus en cours. Un Et processus législatif. ouais, ça vous l'avez en Suisse, c'est le référendum facultatif, je crois. Mhm. Euh, donc ça, Disons, c'est soumis après, un petit nombre de citoyens peut, enfin, c'est 1%, je crois, actuellement à peu près, des citoyens peut soumettre en votation populaire un veto. Et si le peuple accepte le veto, donc la loi qui était qu'une proposition, enfin, des élus, à ce moment-là est rejetée et abandonnée si le peuple est contre cette nouvelle loi. ouais, et ça pourrait être donc sur un vote. Par exemple, s'il y a un vote qui se passe mal, par exemple nous à l'Assemblée nationale, souvent ils sont trois dans la salle à voter. Donc du coup, est-ce que ce vote-là, il est représentatif? Est-ce qu'il faut le valider? Alors on pourrait mettre des quorums de présence. Moi, je trouverais que ce sera pas mal qu'ils soient là à chaque fois qu'il y a un vote. Mais on pourrait mettre des quorums de présence, ça pourrait être sympa. Mais sinon, on pourrait aussi les laisser faire, mais juste avec la possibilité d'annuler un vote pour cette raison-là ou pour d'autres, que les citoyens aient la possibilité de dire là, il y a quelque chose que l'Assemblée représentative a mal fait. Euh, et il pourrait même y avoir des pouvoirs supérieurs, c'est-à-dire non pas simplement un veto sur une procédure en cours, mais carrément une dissolution, quoi. Et ça, ce serait décidé par l'ensemble des citoyens ou par une assemblée tirée au sort ou... Alors, pour ce qui est du RIC veto, là, c'est pour ça que Yvon Bachot l'appelle suspensif, parce que dans son idée, c'est donc une petite quantité de citoyens qui s'opposent rapidement à quelque chose, et en gros, à la fin de l'année,
on fait un référendum pour savoir si on garde ou pas le truc, histoire que la population entière décide en bout de course, quoi. Donc ça ressemble un peu au référendum en Suisse, quoi, le référendum veto de Suisse. Ouais, disons que il n'est pas opposé à l'abrogatif, Yvan, mais il y voit des problématiques juridiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'une règle a été mise en place, quand tu l'annules, ça a des conséquences et tout. Donc lui, il milite pas mal pour ce principe de, de retirer la loi avant qu'elle soit mise en Ouais, application. Ouais, ça se tient, c'est plus simple, quoi. ouais, ouais. Mais dans notre cas, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu la main sur quoi que ce soit que je pense que l'abrogatif serait bien utile quand même. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été, décisions qui ont été prises sans que le peuple, et puis le peuple français ait pu dire son mot, et il y aurait matière à... Et puis il y a beaucoup trop de choses aussi. Notre soi-disant nul n'est censé ignorer la loi, mais il y a beaucoup trop de concepts. Il y a trop de choses à connaître. Les codes sont, je sais plus combien de codes on a en France, mais c'est un truc incroyable. On croule sous la législation. Euh, on a un système qui est basé comme ça aussi, parce que même si on utilise de la jurisprudence, on n'a pas un système qui est basé dessus. C'est pas du tout à l'anglo-saxonne. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, on écrit un texte, et donc du coup, bah, ça ajoute des textes à des textes à des textes à des textes. Et comment les citoyens peuvent s'y retrouver? Les entreprises, elles sont obligées de faire appel à des juristes pour s'en sortir. Nous, on fait comment? Ouais, eh ben, en tout cas, c'est intéressant de voir au-delà du RIC et du tirage au sort, là, tu as discuté de l'intelligence collective et puis d'autres alternatives à l'élection. Et, je crois qu'après cette interview-là, on a une bonne idée de, au fond, pourquoi tu t'es engagé pour la démocratie et puis à quelle, disons, découverte ça t'a amené. Et moi, je te remercie pour cette discussion. Et les auditeurs qui veulent en savoir plus, on va mettre un lien en description. Là, tu as un site le-démocrate.fr. On va l'indiquer en description. Alors, merci beaucoup. Ouais, vous pouvez aller voir, il y a une liste de collectifs politiques dont je fais partie ou que je soutiens dans la section Agir. Et donc ça reprend un petit peu tout ce dont j'ai parlé là. Il y a des collectifs sur l'intelligence collective, d'autres sur le tirage au sort, sur la constitution, les ateliers constituants, un peu tout ça. Alors, allez voir ça si vous voulez en savoir plus. Et merci Léo et à la prochaine. À bientôt.